paye la facture, hein. Ce sont toujours les mêmes. Hein. Et moi, c'est aussi contre ça que je me bats. C'est-à-dire, ce sont les plus vulnérables et ce sont les classes moyennes. Parce que ceux qui, en définitive, passent toujours à la caisse au dernier moment, ce sont les classes moyennes. Et ça, il faut que ça cesse. À un moment, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Alors, on en a parlé il y a quelques instants, on a parlé du 49-3. Alors, peut-on dire que la représentativité du député a été bannie d'un revers de main par le gouvernement parce que... Ça a été très rapidement là-dessus, puisque je viens de l'évoquer, mais ça a été souligné sur pratiquement tous les bancs de la majorité, tous les bancs de l'Assemblée nationale, sauf ceux, bien évidemment, de la majorité présidentielle. C'est un déni de démocratie et c'est une insulte à la représentation nationale. Voilà, les choses sont ainsi. Au mois de juin dernier, les Français ont souhaité envoyer à l'Assemblée nationale cette représentation très diversifiée sur différents bancs. Voilà, il faut aussi qu'à un moment... C'était justement un message. Bien sûr, et d'ailleurs le président, je pensais qu'il l'avait entendu, puisqu'il avait dit lui-même, il faut justement essayer maintenant de travailler différemment, essayer de composer avec toutes les composantes de l'hémicycle, mais bon, manifestement, la réponse qui nous a été apportée, dès que nous voulions essayer d'aller plus loin dans les textes, essayer de... Par exemple, pour les retraites, c'est un exemple supplémentaire que je pouvais... la revalorisation des retraites. On a voté la revalorisation des retraites, mais nous, on voulait qu'elle soit votée à hauteur au minimum de l'inflation. Oui. Aujourd'hui, la retraite, elle a été revalorisée de 3,5 ou 4%, je ne sais plus, et très précisément. L'inflation est à 6, peut-être à 7 demain. Quel est le gain pour nos retraités? Zéro. Il n'y a pas de gain, puisqu'elle est très largement en dessous du montant de l'inflation, cette revalorisation des retraites. Pareil pour l'augmentation du SMIC. Donc on voulait vraiment... on était d'accord sur les mesures, ok pour la revalorisation des retraites, ok pour l'augmentation du SMIC, mais voilà, jusqu'où on vous propose d'aller. Bah oui, mais comment on va faire pour financer? Tous les pays européens sont allés sur une taxe sur les super profits. Il n'y a qu'en France où on ne veut pas aller vers cette solution, alors qu'elle nous permettrait de dégager plusieurs milliards d'euros. Qui serait bien utile pour avancer sur tous ces sujets-là et améliorer le quotidien des Françaises et des Français. Donc voilà, tout ça, nous l'avons proposé. Malheureusement, la réponse qu'on s'est prise, c'est 49.3. Voilà, donc on a coupé court la plupart du temps. C'est une solution de facilité, peut-être. On a coupé court, vous le devinez, la plupart du temps, à tout échange et à toute discussion. Franchement, au bout d'un moment, c'est pesant et on a un sentiment de ne pas avancer. Donc, il n'y a que la vision de la majorité présidentielle et puis les autres ne comptent pas, quoi. C'est un peu dommage. C'est pas l'idée que je me fais de l'exercice d'une démocratie. Il faut savoir entendre, il faut savoir écouter. C'est comme dans un conseil municipal, c'est pareil aussi. Il faut savoir travailler ensemble, il faut savoir composer. Puis je pense que en définitive, on en sort toujours grandi. Là, on est sur des positions qui sont fermes, qui sont strictes, sur des positions de blocage et qui, en définitive, peut-être ne mèneront à rien, quoi. Alors, de gros sujets, la sécurité, la santé, la retraite, le pouvoir d'achat, les chantiers sont très importants actuellement. Mais je vais vous en demander qu'un quand même. Pour vous, quel est celui le plus important actuellement? C'est compliqué d'en donner qu'un. Moi, j'en avais choisi 3. Allez-y. La question du pouvoir d'achat, elle n'est toujours pas réglée. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, on sait pertinemment, et moi je le vois dans les manifestations, dans les événements, dans les festivités. Au niveau du porte-monnaie, c'est compliqué pour nos concitoyens. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, quand le gouvernement nous dit qu'il a apporté des solutions et des remèdes, il faudra qu'il m'explique lesquels. Donc, il y avait la question du pouvoir d'achat. La question qui la rejoint un peu, c'est celui du coût des énergies, qui touche nos concitoyens, mais aussi tout le secteur des entreprises que j'ai défendu, les papetiers, les arcs, le secteur métallurgique, Apéram, mais aussi toutes les petites entreprises et les commerces de services, bouchers, charcutiers, les boulangers. Aujourd'hui, j'ai écrit à Elisabeth Borne encore récemment pour lui dire il nous faut un véritable bouclier tarifaire. Nous l'avons réclamé, nous ne l'avons pas obtenu. On est toujours sur des demi-mesures, mais qui ne règlent pas le problème, puisqu'il y a aujourd'hui, malgré les demi-mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, il y a des boulangeries qui vont mettre la clé sous la porte. Il y a des bouchers charcutiers qui vont mettre la clé sous la porte. Moi, je les ai rencontrés à l'Assemblée nationale
quelques clichés photographiques avec eux, ils m'ont dit c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et puis le sujet du jour, enfin le sujet du moment, ce sont les retraites. La retraite, j'ai été clair, net et précis dès le mois de juin l'année dernière. J'ai dit que je serais intransigeant sur un report de l'âge légal de la retraite à 65 ans. Je m'y opposerai fermement. Moi, je vais donner un exemple. Je connais une personne, si vous voulez, qui doit être en retraite très rapidement, mais que si la loi elle passe, elle doit faire 14 mois en plus. Actuellement, elle est complètement anéantie. Parce que quand vous arrivez au bout de 40 ans de carrière, savoir que vous êtes près de la sortie et qu'il faut faire 14 mois supplémentaires. Quand vous avez votre nombre de cotisations, d'années de cotisation et quand vous pouvez partir à la retraite, il faut partir à la retraite. Qu'est-ce qu'on va encore demander aux Françaises et aux Français de travailler quelques années de plus enfin voilà, combien de fois j'ai vu des ouvriers du secteur papetier ou d'Arc être sur le point de prendre leur retraite ou avoir pris leur retraite depuis quelques mois et avoir un problème de santé et en définitive ne pas pouvoir en profiter. C'est dramatique, c'est dramatique. Donc quand les conditions se réunissent, il faut partir à la retraite. Et puis que veut faire le gouvernement avec cette réforme de retraite qui, alors on met en avant un déficit, ce qui est un mensonge. Je veux dire, il y a peut-être un problème de déficit actuellement, mais qui va se résorber d'ici quelques années. Le corps l'a dit, le Conseil de régulation des retraites. Mais je pense surtout que le gouvernement il veut réformer les retraites pour faire payer avec la réforme des retraites aux Françaises et aux Français les besoins de l'hôpital, les besoins de sécurité, les problématiques à l'école. Voilà, ils s'en sont pas cachés et le président de la République s'en est pas caché. Et donc ça, ce n'est pas acceptable et ça n'est pas entendable. Donc je serai ferme et définitif là-dessus. Pas de réforme des retraites pour arriver à 65 ans, ce qui serait injuste par rapport à tous nos concitoyens, d'autant plus ici dans la 8e circonscription, où on est quand même une circonscription où il y a énormément d'ouvriers, de salariés, qui savent ce que c'est que se lever tôt, que de prendre leur musette pour parfois avoir un salaire, je ne vais pas dire de misère, mais pour avoir un tout petit peu plus que le SMIC. Donc voilà, si en plus on doit encore les pénaliser avec une réforme des retraites aussi injuste et inutile, je veux dire, trop c'est trop, quoi. Je veux dire, en tout cas, je ne serai pas de ces députés qui voteront cette réforme. Alors, vous êtes réélu le 29 janvier. Quelles seront vos principales actions ? Vous allez vous remettre au travail immédiatement ? Est-ce qu'il y a des nouveaux... Non, très simplement, je vais intervenir sur tous ces sujets que je viens d'expliquer à l'instant et à travers vos différentes questions. Peut-être plus particulièrement sur des dossiers que j'avais commencé à porter au niveau de la circonscription et sur lesquels je m'étais engagé en juin dernier. C'est notamment le commissariat de police. Oui. J'entends dire que Benoît Potry, par le biais du ministre Darmanin, il a réglé le problème. Il faudra qu'il me dise comment il a réglé le problème. En tout cas, moi, je sais que j'ai eu des échanges avec Gérald Darmanin et que j'attendais un rendez-vous de sa part. Donc malheureusement tout ça c'est... Il est venu, vous auriez pu le voir. Non mais c'était pas moi qui venais voir quoi, à mon avis. Voilà, je pense, il s'est peut-être trompé de personne, après il va falloir que je le rappelle. Il m'a laissé son portable, je le rappellerai pour lui dire qu'il s'est trompé de personne. Mais en tout cas sinon je le reverrai dès que je serai réélu. Soyez-en assurés. En général quand je m'occupe d'un dossier je lâche pas, je suis assez tenace. Je suis assez tenace. Donc il y a ce sujet-là, il y a le sujet bien évidemment de nos entreprises, les papetiers, voilà, ils sont pas sortis d'affaires, Arc, donc il va falloir continuer à être vigilant et je demanderai à nouveau des comptes à Roland Lescure puisque l'État s'est engagé à les soutenir, donc on verra si l'État tient son engagement. Il y a le dossier que j'avais porté et là le rendez-vous devait être formalisé ici prochainement pour le manque de place en ESAT pour toutes les familles qui ont une personne en situation de handicap, notamment à l'APUI. J'avais pris contact avec Jean-Christophe Combe, le ministre en charge des solidarités et du handicap. J'étais en lien avec M. Guzman, son conseiller parlementaire, pour un rendez-vous au ministère avec le président Bonnier et son directeur, M. Ruffin. Le problème, il est celui-là. En fonction de du niveau de votre handicap, vous ne pouvez pas forcément travailler dans un milieu professionnel ordinaire. Il vous faut travailler dans un milieu professionnel protégé, adapté, type ESAT. Et ici, dans la Domarois, il y a 100 à 200 familles, 150 à 200 familles qui attendent une solution de placement, ce qui est inacceptable et ce qui est intolérable. Et j'avais commencé à me battre pour ça, à faveur de ce rendez-vous sollicité et des échanges avec le ministre, et je continuerai à le faire, parce que c'est une situation qui est profondément et humainement injuste et insoutenable. Moi, je me mets à la place de ces familles.
savez, le sujet du handicap, c'est un sujet que je connais personnellement. Donc voilà, je sais de quoi je parle et c'est forcément un sujet qui me tient pas à cœur. Et puis, le Marais de Marois, je suis allé rencontrer Marc Fesneau, on attend des retours. Bon, tout ça, si je suis réélu, ça va reprendre son cours avec le directeur et le président de la CIPEMO, Xavier Pruvot. Enfin, tous les sujets que j'avais du territoire, que j'avais dit de porter et que je continuerai à faire, bien évidemment. Vous savez, il s'est passé 6 mois, hein, c'est à la fois long et très court. Très court. Et donc, j'ai engagé j'ai pris un certain nombre d'initiatives que je vais poursuivre dès ma réélection, bien évidemment. Ok, d'accord. Alors, on parle de cette élection. Alors, si on doit voter Bertrand Petit, quelles sont les différences par rapport aux autres candidats? Est-ce qu'il y en a? Allez, on se met... Ce qu'il y en a, bien sûr, elles sont multiples. Avec le candidat Potry, c'est qui en définitive, Benoît Potry? C'est le candidat de la majorité présidentielle. Et quand j'ai dit ça, il faut s'attendre à quoi avec un candidat de la majorité présidentielle qui serait réélu? Rien de particulier. Benoît Potry a été élu de 2017 à 2022. Il n'a ni représenté pendant 5 ans, ni défendu pendant 5 ans la circonscription et ses habitants. C'est pas moi qui le dis, ce sont les maires que j'ai rencontrés depuis qui me le disent, on ne l'a pas vu, c'est pas un député de terrain. Les dossiers, il les portait pas. Citez-moi un seul dossier de la circonscription du territoire qu'il a fait avancer, qu'il a fait aboutir. Si vous m'en trouvez un, vous venez me revoir, vous me le dites, je serais très heureux de l'apprendre. Et c'est pour ça que je suis très surpris d'entendre Gérald Darmanin dire que Benoît Potry, il a fait ceci, il a fait cela, c'est grâce à lui s'il y a la suppression de la taxe d'habitation, d'ailleurs qui est une connerie pour les maires et pour les communes, hein, puisqu'on n'a plus de levier fiscal. Et voilà. S'il a fait tout ça, c'est pas député qu'il aurait dû être, c'est Premier ministre, hein, ou secrétaire d'État, ou ministre, hein, au minimum. Hein. Non, plus sérieusement, il a rien fait de tout cela. Vous savez, quand vous en êtes obligé et contraint pour mener votre campagne de faire venir toute une série de vedettes parisiennes de la politique, j'ai vu qu'il avait fait venir à Thérouanne Aurore Berger. Hier, c'était Gérald Darmanin. J'entends dire que Édouard Philippe pourrait peut-être venir cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai entendu aussi le nom de Roland Lescure ou de Gabriel Attal. Bon, je vous dis, quand vous en êtes contraint de faire venir toutes ces vedettes de la politique et surtout ces politiques parisiens. Vous devez être content parce qu'entre nous, il vous faut tous ces ministres pour vous battre. Ah ouais, quelque part, je me dis, il faut en déployer des personnalités et de l'énergie pour essayer d'abattre Bertrand Petit. Non, très sérieusement, tout ça... Tout ça me fait bien rire et me fait bien sourire. Moi, je suis fier au contraire de pouvoir afficher des soutiens du territoire, des soutiens du monde économique, André Pecker, des soutiens du monde associatif, vous le verrez dans mes documents de campagne. Les très nombreux maires de la circonscription qui me soutiennent, sur les 55 maires, je crois que je dois avoir entre 35 et 40 maires qui me soutiennent, tous les conseillers départementaux. Mes vrais soutiens, ce sont ceux-là, ce sont ceux du territoire. C'est l'authenticité et c'est la fidélité que j'ai pour eux et qu'eux ont pour moi. Et ça, c'est irremplaçable. Même si ma famille politique avait été dans la majorité présidentielle, je veux surtout pas de ministres qui viennent sur le territoire. Je suis assez grand, je sais me débrouiller tout seul, et la campagne, je la mène moi-même. J'ai pas besoin d'un ministre pour venir faire ma campagne. Donc tout ça est bien risible de la part du candidat Potry, tout en précisant à vos auditeurs qu'il y a aussi une chose, on parlait des retraites à l'instant, il y a aussi une chose, et elle n'est pas des moins importantes, qui nous différencie, c'est que si demain vous avez Benoît Potry député, vous êtes certain que vous avez non seulement la retraite à 65 ans, mais peut-être même à 67 ans. Parce que vous avez vu qu'il est passé à horizon, Benoît Potry. Hein. Alors l'habillage est différent, mais la politique reste la même. Hein. C'est la politique de la République En Marche qui est douce avec ceux qui ont déjà beaucoup et qui est très dure avec ceux, avec les plus fragiles. Mais bon, je voudrais quand même vous rappeler que Édouard Philippe, c'est celui qui prône encore la retraite à 67 ans. Ah, donc vous savez à quoi vous attendre.
chers auditeurs, si demain vous avez Benoît Potry, si vous élisez Benoît Potry comme député, vous aurez sûrement la retraite à 65 ans et peut-être même à 67 ans. Voilà. Okay. C'est une réalité où on peut aller sur les réseaux sociaux, hein, vous le voyez. On vous croit. Vous le voyez. Donc voilà, beaucoup de choses me différencient vis-à-vis de Benoît Potry, vous l'avez bien compris. Hein. On n'est pas du tout dans la même approche et dans la même philosophie des choses. J'ai vu qu'il y avait un nouveau candidat aussi. Lucas Roseux. Lucas Roseux. Qui vient d'Azincourt. Qui n'est pas de la circonscription, là on ne peut pas le nier. Après je ne le connais pas plus que ça. Donc, on n'en saura pas plus, il n'a pas pu se libérer, donc on ne l'aura pas en interview. Donc, comme Benoît Potry d'ailleurs qui a refusé votre interview, pour lui dire. Donc tout ce que je sais, c'est qu'il est proche de Ciotti. Il n'est pas de la circonscription, il est proche de Ciotti, mais ce que je retiendrai simplement, c'est que lui aussi votera la retraite à 65 ans, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait une forme d'accord qui était en train de se mettre en place entre le gouvernement et les Républicains pour faire passer la réforme à 65 ans, s'il y avait quand même un mouvement assez fort de contestation dans l'hémicycle, ce qu'on peut comprendre. Donc voilà, et puis il y a le candidat Evrard, pour citer que les principaux, Auguste Evrard. Bon, pas grand chose à dire sur Auguste Evrard. Je l'avais dit, hein, je ne me suis pas trompé, sa candidature, ça reste une candidature d'opportunité et de circonstance, puisque depuis le mois de juin, s'il avait vraiment envie de s'investir dans la circonscription depuis le mois de juin dernier, il aurait pu le faire, sauf qu'on ne l'a pas revu à une seule reprise, à une seule circonstance. Hein. Il fait comme le candidat Potry, il s'invite dans des cérémonies de vœux là où justement ils ne sont pas invités, et puis je l'ai vu à Mamé où il était un peu perdu, un peu seul dans la salle, où il cherchait à qui parler. Non, je suis désolé, mais quand on est candidat, quand on a envie de s'investir dans un territoire, il faut cette forme de fidélité, de continuité. Donc là on a l'impression qu'on l'a ressorti de sa boîte, qu'on l'a un peu dépoussiéré et qu'il est à nouveau candidat pour les 22 et 29 janvier. Tout cela très sincèrement n'est pas très sérieux. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que, alors ça ne le concerne pas puisqu'il n'est pas élu et j'espère qu'il ne sera pas élu, mais c'est que ses amis parlementaires à l'Assemblée nationale du Rassemblement national prétendent qu'ils défendent les Français, mais ils ne défendent pas les Français. Ils sont très imprécis sur la réforme des retraites, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire, quelle sera leur position. Lorsque nous avons proposé une augmentation du SMIC, les parlementaires RN ne l'ont pas voté. De même qu'ils n'ont pas souhaité voter non plus la taxe additionnelle sur les super profits qui aurait permis, comme je l'ai dit, d'améliorer le quotidien des Françaises et des Français. Donc quand vous dites que vous défendez les Françaises et les Français et que vous avez ce type de positionnement sur des sujets aussi importants, voilà, j'appelle cela une forme de trahison, de mensonge, enfin voilà, vous l'interprétez comme vous voudrez. Après j'ai vu aussi que dans la presse il m'accusait d'amateur. Bon, il a dû se tromper de mots, parce que si moi je suis un amateur, enfin voilà, je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais en tout cas je mettrais ça sur le compte de son jeune âge ou de son inexpérience, voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok, bon, on a fait le tour, d'accord. Donc comme à mon habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité, donc Bertrand Petit, je vous laisse le mot de la fin. Je voulais tout d'abord vous remercier, Jackie, de m'avoir convié dans vos studios pour cet échange qui est un moment toujours très intéressant, qui permet d'apporter un éclairage à nos auditeurs ou de repréciser certaines choses, puisque vous savez que dans une campagne, il y a toujours des tentatives de déstabilisation. Puis on essaye de poser les questions de que désinformation. Les auditeurs pourraient poser. Bien sûr, donc, voilà. Bien sûr. Donc un grand merci à vous d'abord de m'avoir convié pour cet échange en toute liberté d'expression. Et puis au moins vous avez répondu. Moi, tout ce que je voulais simplement dire aux auditeurs, c'est enfin voilà, vous vous êtes fait voler l'élection le 19 juin dernier. Ne vous faites pas voler l'élection cette fois-ci. Il faut que vous me renouvelez votre confiance pour que je puisse continuer à vous représenter comme vous le méritez et à vous défendre à l'Assemblée nationale. Donc il faut aller voter, c'est impératif. Je sais bien, les circonstances du moment de temps sont peut-être pas évidentes, mais il faut absolument aller voter le 22 et le 29 janvier prochain, ou en tout cas dans un premier temps le 22 janvier. C'est hyper important. Avoir un député qui vous représente dignement et qui vous défende et qui va véritablement s'attacher à vous représenter et à défendre les classes populaires, les classes moyennes, toutes celles et ceux qui souffrent aujourd'hui de ces différentes crises et de l'inaction du gouvernement. Je pense qu'il ne faut pas vous priver de le faire et je pense que je suis le bon candidat qu'il faut. Ok, Bertrand, merci beaucoup. Merci à vous. De votre intervention et on se donne rendez-vous le 22 au soir.
le 22 au soir. À très bientôt, à très vite, hein, c'est Très demain. vite. Ah oui, c'est demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.